Bonjour Maxime. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce point annuel avec la Fédération française de moto, Rémi. Effectivement, et on va saluer toutes les personnes qui sont venues, notamment Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile. Patrick Leparc, qui lui est vice-président de la Fédération française des véhicules d'époque. Jean-Luc Mars, président de la branche 2-3 roues à moteur de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Jean-Pierre Mougin, vice-président du Comité national olympique et sportif français. Philippe Guérin, mandataire national de la Fédération française des motards en colère. Ainsi que les nombreux représentants des partenaires de la FFM et des médias. Il a été un champion moto, bien évidemment, mais depuis de nombreuses années maintenant, il est le président de la Fédération française de moto. Je vous demande de faire une ovation pour monsieur Jacques Boll. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, au nom de la Fédération française de moto, de vous accueillir ici à l'Automobile Club de France. Je le rappelle encore une fois, ce fut l'endroit où la fédération a été créée, puisque de 1913 à 1969, le siège social et les bureaux de la fédération se trouvaient dans cette maison. Alors, Président, 2020 va être une année élective. Vous n'êtes pas encore parti. Il vous reste encore une année de mandat. C'est votre dernière conférence de presse ordinaire, dernière conférence de presse traditionnelle ? En effet, mais au mois d'octobre prochain, le 9 octobre exactement, auront lieu donc les élections à la Fédération française de moto. Et comme tu le sais, eh bien, je ne suis pas rééligible puisque le nombre de mandats est limité et je vais terminer donc mon troisième et dernier mandat. Alors moi, je postulerai quand même à la Fédération à un poste moins important, bien sûr, mais je ne serai plus président donc au mois d'octobre prochain, en effet. Alors on fera quand même une conférence de presse de fin de mandat. On l'organisera quelques jours avant, tout début octobre, je crois. Mais en effet, c'est la dernière conférence de presse traditionnelle. Mais je pense que mon successeur, à mon avis, perpétuera la tradition. Vous rappelez quand même que c'est fair play parce que c'est vous qui avez mis au point ce système de 3 mandats et pas plus. Oui, mais alors on en parle de plus en plus dans le monde du sport. Ce n'est pas le vice-président du CNOSF qui va me contredire. Aujourd'hui, depuis très longtemps, moi je me souviens que la première fois où j'ai rencontré le ministre des Sports, j'étais jeune président, c'était Laporte, et il m'a dit de toute façon, il faut absolument qu'on le mette en place. Bon, c'était en 2008, je crois. Mais enfin bon, un jour ou l'autre, ce sera en place. Et le nombre de mandats, il y a déjà des pays où c'est limité. L'Italie, par exemple, le nombre de mandats est déjà limité à 3, et ce sera, à mon avis, d'ici quelques années, le cas pour toutes les fédérations sportives. On attaque maintenant la conférence de presse, Président. Une bonne année sur le plan des titres sportifs internationaux. 8 titres de champion du monde en individuel et par équipe. 7 titres en Coupe du Monde et 4 titres européens. On va citer notamment en individuel le titre mondial de Jérémy Guarnoni et d'Erwan Ligon, qui est présent ici en endurance. De Thomas Charrer également, on en reviendra tout à l'heure par équipe, mais qui a été champion du monde supermoto en individuel. Maxime ? En individuel, si on parle tout terrain, il y a également Loïc Larieux en enduro, Kyrian Touli en trial, 125, Dimitri Berger en long track, des titres pour les premières Coupes du Monde, également électrique en iX-Bike, Caroline Duchesne en catégorie féminine, e-bike enduro, c'est Raphaël Lacroze en catégorie E2. Voilà, ça c'est pour l'individuel. Mais... Alors pour l'individuel, on peut quand même rajouter un rookie de l'année, puisqu'on a un garçon qui, en MotoGP, c'est la catégorie reine, il faut le reconnaître, eh bien, a réussi. Alors c'est pas un titre officiel, mais je pense qu'on peut quand même citer la performance de Fabio cette année qui annonce, je crois, en tout cas une très belle carrière et peut-être un titre suprême. Pourquoi pas rajouter un titre l'année prochaine, c'est sûr. Ça c'est en MotoGP. On peut parler de motocross où il y a aussi un rookie de l'année. C'est Tom Vial. Tom Vial, qui a fait également une très belle saison et qui sera, bon, j'en suis sûr, l'un des leaders du motocross français dans les années futures. Oui, vous avez dit d'ailleurs Fabio Quartararo, Rookie of the Year, mais également meilleur pilote privé, avec donc en plus 6 pôles et 7 podiums. En course par équipe, la France remporte le Supermoto des Nations. C'était au circuit Carole avec Thomas Charrer, Sylvain Bidard et Laurent Fatt pour la 9e fois, dont 6 d'affilée. En plus, là, c'était à domicile. Il y a également le long track des Nations avec Stéphane et Mathieu Trésarieux, David Bellego et Dimitri Berger pour la 2e fois de rang. Et puis première victoire pour l'équipe de France junior en championnat d'Europe de motoball.
Alors si on arrive à ces titres, c'est aussi parce qu'il y a une filière. Ça fait de nombreuses années que vous formez des jeunes pour être des champions. La filière continue et s'étend aussi. On parle de trial par exemple. Oui, alors contrairement à ce que certains pensent, la fédération s'active et continue à s'activer. Ici, on a des Français dans toutes les catégories. Il n'y a pas une catégorie où les Français ne sont pas présents, y compris aujourd'hui, on le voit, on est champion du monde dans long track, on est aux avant-postes en motoball, ce qui ne sont pas des disciplines phares, mais malgré tout, on a de très belles performances dans ces catégories également. Tu as parlé de trial, on a une équipe pour les jeunes qui permet donc de promouvoir des jeunes, qui les détecte et qui leur permet d'arriver à haut niveau. Et notamment, cette année, ça a permis d'avoir un titre de champion du monde en 125, par exemple. Mais c'est vrai aussi en vitesse, c'est vrai aussi en enduro, enfin, c'est vrai dans toutes les disciplines. En vitesse, c'est l'équipe de France Grand Prix. Oui, alors qu'on a mis en place avec Claude Michy il y a 1 an. Alors franchement, les résultats cette année ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais je suis persuadé que ça va porter ses fruits. Et je tiens à remercier Claude d'ailleurs pour sa participation, parce que c'est vraiment une structure d'ailleurs dont il est un petit peu à l'initiative, enfin en tout cas qu'on a monté ensemble et sur lequel on partage les coûts qui sont bien évidemment élevés dans cette discipline qu'est la vitesse. Et alors ce qu'on voit quelquefois un peu moins, sans parler d'équipe de France quelquefois, c'est les aides aux pilotes. On voit des autocollants FFM, on les voit représenter également la France à l'international. Vous aidez de nombreux pilotes individuellement. C'est un gros budget. Oui, c'est un gros budget qui, en effet, vous savez, lorsque vous êtes un jeune pilote en Grand Prix, que ce soit en enduro, en vitesse, en motocross, en trial, vous avez besoin. Le premier problème que vous avez, c'est un problème financier, c'est un problème d'argent. Et donc la fédération est maintenant depuis près de 10 ans est aux côtés des pilotes et les aide financièrement, en effet. À l'international, c'est environ 130 pilotes aidés en 2019. Oui, tout à fait. Ça va du Paris-Dakar au long track. Très bien. Président, les pratiquants, on va en parler maintenant en 2019. Une bonne année, on va faire le point sur les licences. Oui, une bonne année. Une bonne année. Alors, on avait eu un petit coup de mou l'année dernière. Le nombre de licences avait légèrement baissé, mais il est revenu à la norme. Maintenant, on peut parler de stabilisation. On est près de 100 000 licences ou titres de participation depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Donc, c'est un beau résultat. Alors, ceci dit, on constate, mais à la fédération moto comme dans de nombreuses fédérations, on constate un transfert. C'est-à-dire, il y a toujours autant de garçons ou de filles qui font du sport moto. Par contre, c'est de plus en plus du sport loisir et moins de compétition. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut moins s'investir, donc on fait toujours du sport moto, on va toujours sur des circuits, mais plus pour s'amuser que pour concourir. Voilà, pour une petite idée des chiffres pour les licences et titres de pratique par discipline, les licences annuelles et une manifestation avec le pass circuit. Le motocross largement en tête, 43%. La vitesse, évidemment, en deuxième position, 33%, 17% pour l'enduro, 3% pour le trial, 1% pour les rallyes routiers, 0,7% pour le tourisme, le motoball 0,65%, les courses sur piste 0,5%. Oui, bien sûr, c'est le motocross. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas une découverte. La discipline phare à la Fédération française de moto, c'est le motocross. C'est là où on a le plus de licenciés. C'est là où on a le plus d'épreuves également. Et c'est là où on a le plus de circuits. On a près de 600 circuits de motocross. On en a environ une trentaine ou 35 en vitesse. Donc, on a la majorité des licenciés de la Fédération, ce sont des crossman devant les garçons qui font de la piste, de la vitesse. Il y a un indice également qui donne une belle prévision pour 2020. C'est le système que vous avez mis en place avec les primo-licenciés. Je peux le dire, je l'ai fait, j'ai testé, ça marche. Et on a un avantage, c'est que dès ces premiers mois, de septembre à décembre, on est déjà licencié pour la saison aussi qui va suivre. Alors c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a maintenant 4 ou 5 ans. Mais c'est l'indice. Si ça marche bien là, ça veut dire que... Tout à fait, si ça marche bien. Si la campagne des primo-licenciés, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de licence au cours de l'année en cours et qui souscrivent une licence au mois d'octobre, par exemple, eh bien, ils bénéficient des 3 mois restants et puis bien sûr de l'année suivante pour le même prix. Alors si ça marche bien, en général, ça veut dire que l'année sera positive et c'est le cas cette année. La campagne des primo-licenciés 2019 a très bien marché. Alors justement, s'il y a des pratiquants, ça veut dire qu'il y a des épreuves aussi. Il y a du loisir, mais il y a des épreuves qui accueillent tous ces pratiquants de moto. Combien d'épreuves, combien de manifestations en France ? 1300. Alors là-dessus, il faut compter, on a près de 250 matchs de motoball. Donc même si on extrait les matchs de motoball, ça fait plus de 1000 épreuves par an. Et la France, justement, on voit nos épreuves nationales, a un énorme impact à l'international également. Sur quel plan ?
Sur le plan des épreuves, avec de nombreuses épreuves, on est la et sur le première plan des fédé, licenciés. ça c'est clair, sur la FIM le reconnaît tout à fait. La première fédé au monde devant les Américains, devant les Japonais, les Espagnols, etc. En termes d'activité, c'est la Fédération française. C'est celle qui a le plus de licenciés internationaux. Alors on est bien aidé par l'endurance là-dessus, mais c'est nous qui avons le plus de licenciés internationaux devant l'Italie. Et c'est nous qui organisons le plus d'épreuves inscrites au calendrier de la FIM. Nombre de licenciés français, nombre de licences françaises à la FIM, c'est environ 10%. Oui, c'est ça, c'est 10%. C'est énorme. Il y a 10%. Et soyons clairs, la France ne représente pas 10% de la population mondiale, loin s'en faut. Donc on a une surreprésentation internationale à l'international. Et d'ailleurs, pour la FIM, c'est clair, la Fédération française est une fédération très importante, c'est une fédération leader. Justement, on a des épreuves importantes. On parle d'épreuves, je vais saluer les différents représentants de ces épreuves qui sont là. Le Grand Prix de France, PHA, qui est représenté par Claude Michy. Le Bol d'Or, c'est la Rivière Organisation. Sophie Casanova qui est parmi nous, merci beaucoup. Avec le Supercross de Paris, la Défense Arena également. Le circuit du Castellet, Stéphane Clair pour ce Bol d'Or. Le Mondial Superbike, c'est Manicourt avec Serge Saulnier. Les 24 heures moto également, avec son représentant qui est là également, qui est venu nous rejoindre. Oui, tout à fait. Et puis également le tout-terrain, le motocross. Le motocross. Alors là, on a le Grand Prix de France de motocross, c'est le motoclub de Saint-Jean d'Angély, Jean-Marie Boissonneau. L'enduro, on a également du X-Trial qui a été fait sur une île, La Réunion également. Il faut penser à toute cette France. Et justement, 2020... Juste un mot sur les dom-toms, enfin ce qu'on appelait les dom-toms précédemment. Ce sont des structures qui ont de l'activité. En tout cas, l'île de La Réunion, par exemple, organise régulièrement de nombreuses épreuves. Ils ont un nombre de licenciés important. Ils ont organisé cette année, tu viens de le citer, une manche de la Coupe du Monde, du championnat du monde d'X-Trial, c'est le trial indoor. On a prévu d'organiser la finale du championnat de France de la montagne sur l'île de la Martinique en 2020, fin 2020. Enfin, il y a de l'activité également outre-mer. 2020, justement. Vous avez parlé de motocross. C'est une exception. Il y aura 2 épreuves internationales. Un Grand Prix de France, toujours à Saint-Jean d'Angély. Et puis le motocross des nations qui aura lieu à Ernée, justement. Philippe Lecomte, le président, est présent également parmi nous. Il y aura le Touquet, le Grand Prix de France qui continuera en vitesse, l'endurance, l'enduro bien sûr, et le Salon mondial de la moto qui aura lieu. Tout à fait, et on sera présent sur tous ces événements bien évidemment. Alors on a un calendrier fourni, c'est la... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la 7e fois qu'on va accueillir le motocross des nations. Enfin, en tout cas, c'est la 3e fois à Ernée. Alors Ernée, on va peut-être en dire 2 mots tout à l'heure, mais Ernée, qui, vous le savez, est dans le patrimoine de la fédération depuis samedi dernier, puisque les actes ont été signés samedi dernier. Alors, on reviendra sur cela, on essaiera de comprendre tout ça. Alors, simplement, je vais être très clair tout de suite, c'est toujours le motoclub d'Ernée qui organise l'épreuve. Nous ne sommes que le propriétaire du foncier, le propriétaire passif. Puis Jacques, juste je voulais rebondir sur ce que disait Maxime. On s'était croisés tous les deux au circuit Carole. J'avais constaté également qu'en matière des équipes de supermotards, il y avait beaucoup de pilotes qui venaient de l'outre-mer, justement. En junior, toute l'équipe junior était composée en effet de pilotes qui venaient de l'outre-mer, c'est vrai. Voilà, on va passer maintenant au soutien fédéral aux organisateurs. Bien évidemment, l'aide financière de la fédération continue. Ah ben bien sûr, bien sûr. Vous savez, ça a été, disons, ça émane de la doctrine que j'ai tenté d'insuffler à la fédération quand je suis arrivé. Pour moi, il y a bien entendu des pilotes qui ont souvent des difficultés financières, bien sûr, mais les pilotes prennent une licence d'abord et avant tout parce qu'il y a de l'offre en face, parce qu'il y a quelqu'un qui propose des compétitions. Et il faut aider ces gens-là. S'il n'y a pas de compétition, il y aura plus de licenciés. Donc moi, j'ai pensé depuis le début qu'il fallait axer l'aide de la fédération aux organisateurs. Les organisateurs qui payaient précédemment pour organiser. Vous organisez une petite épreuve en Bourgogne, par exemple. Une petite épreuve de championnat de ligue en Bourgogne. Vous deviez payer des droits à la fédération. Pas très élevés, mais il fallait payer des droits. Aujourd'hui, il n'y a plus de droits depuis longtemps, en tout cas depuis mon arrivée. Et aujourd'hui, on subventionne les clubs. On leur verse une somme relativement importante pour organiser ces compétitions. On peut avoir une idée du montant, de la somme? C'est 1 600 €. Voilà, c'est 1 600 € par manifestation. Donc un club qui organisera 2 ou 3 épreuves au cours de l'année, eh bien, il aura 5 000 € environ de la part de la fédération. Et du coup, vous, votre budget, ça doit être considérable? On parle en millions d'euros. On parle en millions d'euros. Quand vous dites 1000 épreuves, faites le calcul, 1000 épreuves multipliées par 1 600. Rémi, ça fait combien? 1,6 million. Bravo Rémi. Pour un journaliste, c'est bien. Ça, wow. Bon, côté assurance, il a souvent compté les points dans les championnats. En fait, 25, 20, 16, voilà, 13.
Côté assurance, vous nous l'aviez dit les dernières années, des inquiétudes. Il y a toujours l'épée de Damoclès qui est au-dessus de vos têtes. Et puis vous aviez deux assureurs anglais. Oui, ben écoutez, alors on est l'une des fédés les plus impactées. Il y en a une autre ici qui est également dans la salle, hein, puisque la Fédération française de sport automobile, et je remercie Nicolas Deschaux d'être présent à cette conférence de presse, est également très impactée. Oui, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors on avait trouvé en effet des assureurs anglais qui ont permis d'un peu de figer le marché, parce qu'autrement il aurait augmenté de façon considérable. Bon, le problème, c'est que les assureurs anglais commencent à se rendre compte que les risques sont peut-être moins bons qu'ils le pensaient au début. Alors, quand je dis les risques, c'est le rapport entre les primes versées et les indemnités payées. Ils commencent à se retirer. En tout cas, nous, on a un assureur anglais qui s'est retiré du marché. Et donc, s'il ne veut plus l'assurer, c'est parce qu'il doit considérer qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner. Donc la menace se précise quand même. Là, mais la menace, moi je l'ai toujours dit, hein, si on reprenait toutes les conférences de presse depuis 2011, je crois que j'en parle à chaque fois, la menace elle est toujours là, on a réussi à calmer les choses, mais on n'a pas soigné le mal. Hein. Donc la douleur pour l'instant est faible, mais ça peut ressurgir à tout moment, et donc moi je reste très inquiet. Alors ce sera sans doute mon successeur qui gérera cela, je lui souhaite bien du plaisir, mais la menace est toujours là en effet, et ça risque demain de coûter beaucoup plus cher pour assurer une course de moto qu'aujourd'hui, et une course de voiture d'ailleurs. Il y a des challenges, il y a des défis à la fédération. On a parlé d'assurance, on peut aussi parler d'environnement. L'environnement qui est toujours aussi une menace, toujours présente. Oui, c'est l'autre épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Alors celle-ci, elle est plus diffuse. On arrive quand même régulièrement, vous le savez, que lorsqu'on considère qu'un préfet refuse un arrêté d'autorisation sur des bases juridiques discutables, hein, sur des bases légales discutables, on n'hésite pas à attaquer cette décision. Très souvent, on obtient gain de cause devant le tribunal administratif. Alors il y a beaucoup de clubs qui vous contactent pour cela. Tout à fait. Systématiquement, dès qu'un club commence à avoir des problèmes avec sa préfecture ou avec la justice, immédiatement, ils font appel à nous et on arrive bien souvent, pas toujours, mais on va dire dans 70% des cas, on arrive à trouver une solution et on arrive à régler le problème. On peut en citer quelques-uns, hein. La Tremblade par exemple pour du supercross, le Sartrou, le dossier Trial également et Enduro dans les Vosges. Et puis une autre affaire, c'est l'affaire de Goult, on peut la donner en exemple. Alors mais Goult, oui, c'est emblématique. Goult, ça fait 10 ans à peu près qu'on gagne des procédures contre France Nature Environnement. Hein, je ne sais pas, on a dû en gagner 4, peut-être 5. Et ils continuent. Ils ont visiblement un budget illimité en termes de procédures. Donc alors qu'on vient encore une fois d'obtenir gain de cause sur une décision, enfin qui était en appel, hein, la Cour d'appel nous a donné gain de cause, eh bien ils vont devant le Conseil d'État. Enfin ça... Voilà. Bon, alors nous on a un service juridique musclé, et bien on s'amuse avec eux, mais ça coûte des sous. Hein. Alors ça c'est le côté environnement quelquefois qui bloque, mais la fédération débloque également certaines choses en rachetant des circuits. On en a parlé, ça a été une actualité de la semaine, le rachat d'un circuit, notamment celui d'Ernée, c'était l'annonce de cette semaine. On en arrive à combien de rachats, Monsieur le Président ? Alors précisément, on a racheté 13 équipements. Mais on est aujourd'hui propriétaire de 12, parce qu'il y en a un qu'on a revendu, parce que le gestionnaire, le club qui gérait le terrain, c'était dans la Sarthe, c'était Château-du-Loir, s'est désengagé, et il n'y avait plus personne qui voulait gérer l'équipement. Donc il se trouve qu'on a eu une proposition d'un club automobile, d'ailleurs, qui fait de l'autocross, qui a souhaité reprendre l'équipement. Mais mis à part ce cas particulier, eh bien aujourd'hui, donc, on est propriétaire de 12 équipements, et Ernée est le 12e. Alors justement, si on regarde bien ces rachats, on en est à 12. Le dernier, c'est Ernée. C'est du motocross, mais finalement, les 12, c'est du motocross. Alors oui, est-ce qu'on tend à s'ouvrir ? Non, mais c'est absolument pas une volonté fédérale de limiter notre soutien au motocross. D'ailleurs, on est aujourd'hui on travaille sur le rachat d'un site de trial également. Hein, donc, et pourquoi pas demain de la vitesse. On peut l'imaginer. En tout cas, on s'interdit rien en la matière. En vitesse, ce sera plus cher, bien sûr, mais on ne s'interdit rien. Donc, on continuera à racheter des terrains. Alors, ce sont des terrains qui sont menacés. Quelquefois sur des problèmes environnementaux, mais généralement c'est plutôt des problèmes de succession ou de trésorerie du club. Enfin, voilà. Et donc dès qu'un club nous appelle au secours en disant le club risque de disparaître parce que le terrain va fermer, eh bien à ce moment-là on essaie de voir si c'est possible de se substituer au propriétaire du foncier et puis de pérenniser ainsi l'activité. Très bien. Au niveau de la sécurité, c'est toujours, Président, une priorité avec la poursuite de la sécurisation des circuits de motocross notamment.
Oui, ben ça, bon, je l'explique régulièrement, hein, enfin chaque année en tout cas. Personne ne s'occupait vraiment de la sécurité des circuits de motocross avant. Hein, c'était des commissions départementales, mais avec des gens qui n'étaient pas forcément très, très compétents. Et on a donc mis en place un corps d'inspecteurs il y a maintenant 6 ans, je crois. Parce qu'en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait non seulement des accidents de pilotes, bien sûr, mais on avait aussi des accidents de spectateurs. C'est-à-dire les motos sortaient dans la foule. Et il n'y a rien de pire lorsque vous êtes une maman, une mère de famille, que vous êtes au bord de la piste à regarder dans un endroit autorisé, à regarder les motos passer, que d'en prendre une dans la figure, c'est pas admissible. Et ça arrivait. Et ça arrivait régulièrement. Donc on a mis en place ce corps d'inspecteurs qui maintenant sécurise les circuits vis-à-vis des spectateurs d'abord, mais également vis-à-vis des pilotes ensuite. Et écoutez, depuis 5 ans, on n'a plus le moindre accident. Concernant des spectateurs, j'entends. Alors un autre point qui fait l'actualité, vous en aurez peut-être un sous le sapin à Noël, peut-être vous aussi, je ne sais pas, c'est le VTT à assistance électrique. Alors c'est un vélo, il y a un moteur, mais il faut quand même pédaler. Et justement, la fédération s'en occupe. Il y a des organisations, des épreuves internationales également qui ont été organisées en France. Oui, on a organisé une manche de la Coupe du Monde de VTT électrique en France, en Ardèche, cet été. Oui, alors on s'en occupe. Bon, je crois que j'en avais peut-être déjà parlé l'année dernière. On n'est pas la seule à s'en occuper, puisqu'il y a une autre fédération qui souhaite s'en occuper également. Donc on va dire en discussion avec eux pour l'instant, c'est la Fédération française de cyclisme, qui après avoir considéré pendant longtemps que ça ne les regardait pas, que c'était une sorte de dopage, si l'on peut dire, brutalement a viré sa cutie et aujourd'hui veut également s'en occuper. Donc on a été au ministère, chacun on a de bons arguments, je dirais, parce qu'ils ont aussi de bons arguments, mais on a fait valoir les nôtres et le ministère, parce que vous savez, c'est le ministère qui donne la délégation. Nous sommes des fédérations détenteurs de prérogatives de puissance publique et on participe à une mission de service public, mais c'est l'État qui décide qui s'occupe de quoi. Voilà. Et donc il y a une définition. Bon, quelquefois, il fallait par exemple définir le quad. Est-ce que c'était de la compétence de l'auto ou est-ce que c'est de la compétence de la moto? Bon, alors on a trouvé à ce niveau-là une frontière. Hein, on a mis en place une frontière. Mais et le SSV, par exemple, est de la compétence de l'auto, alors que le quad est de la compétence de la moto. Voilà, c'est la selle et le guidon qui font la différence. Alors pour le vélo électrique, là aussi, il faudra peut-être mettre une frontière à un moment. Nous, on considère que la totalité du vélo électrique nous concerne parce qu'on a adjoint un moteur à un vélo. Et l'origine de la moto, c'est ça. Hein. C'est des bicyclettes. Quand vous reprenez des photos des années 1897, vous trouvez c'est une bicyclette sur laquelle on a mis un petit moteur thermique annexe. Bon, eh bien, un vélo électrique, c'est exactement la même chose, c'était que le moteur est électrique. Hein, c'est un vélo sur lequel on a mis un petit moteur. Bon, donc nous, on dit, écoutez, l'histoire se répète et on considère que c'est de notre compétence. Bon, le vélo, ils ont d'autres arguments. Voilà, donc on verra bien ce que dira le ministère. Il y aura peut-être les vélos à forte puissance qui seront de notre compétence et ceux à faible puissance de la compétence de la FFC. J'en sais rien, du tout. On verra bien. De toute façon, ce ne sera pas avant 2021. Très bien. La décision du ministère. Donc en attendant, pour recevoir justement ces pratiquants, vous avez prévu un trophée de France. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que là aussi, on a une demande qui, franchement, aujourd'hui, n'est pas pléthorique. Hein. Il n'y a pas de 500 participants à une course de VTT électrique, mais il y a une demande, et d'ailleurs, que ce soit dans les courses que nous organisons ou dans celles qui sont organisées par la FFC. Donc, on répond à cette demande. VTT assistance électrique, trophée de France, c'était 3 épreuves et une moyenne de 35 participants. Voilà, c'est ce qu'on met généralement derrière une grille de départ en cross aussi. On est 30, 35, 40. Donc voilà, 3 épreuves et il y a ce trophée de France. Justement, on va faire un point sur les organisations des championnats de France. Voilà, avec la vitesse, hein, bien évidemment, Jacques, en FSBK, il y a un regroupement, j'en discutais tout à l'heure avec Thierry Capella qui est présent ici, des catégories Super Sport 300 et Objectif Grand Prix. Oui, ben là, c'est clair, il n'y avait pas assez de participants dans les 2 catégories, donc la commission vitesse a décidé de les rassembler, tout simplement. C'est de la bonne gestion. Et puis en Coupe de France, en promosport, il y a la création d'une catégorie sidecar et également un nouveau circuit, ça va faire plaisir à tous les Alsaciens, Bertrand Steck qui va faire son entrée au calendrier, le fameux Anneau du Rhin. Oui, c'est à côté de Colmar. En effet, c'est un circuit qui n'est pas récent. Hein. Il a au moins 25 ans, peut-être même 30 ans. Mais il avait organisé des compétitions régionales. La Ligue régionale avait organisé des compétitions là-bas, mais il n'y avait jamais eu d'épreuve nationale. Ce sera donc la première épreuve nationale organisée sur cet équipement. Passe au motocross. Au motocross, le championnat de France, c'est l'élite qui a pris une toute nouvelle formule ces dernières années, et une formule qui fonctionne bien parce qu'on a l'élite, mais on rassemble également les juniors et les espoirs. Et ça fonctionne.
Oui, alors ça, souvenez-vous, il y a quelques années, lorsqu'on évoquait cette solution-là, elle était très combattue par par une partie du monde du motocross. Hein. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on a pu prouver que ça marchait bien, et le fait de rassembler donc l'ensemble des catégories sur une grande épreuve, sur un week-end d'élite, eh bien, ça marche bien. Alors ça, c'est le motocross. Et puis si on rajoute une roue, on va parler de sidecar. Et eux, ils ont un petit peu plus de difficultés. Sidecar cross, avec l'international notamment. Oui, alors en termes de Grand Prix, là, en termes de Grand Prix, en effet, il y a un promoteur. Alors vous savez, quand un promoteur arrive, c'est souvent compliqué. Moi, je me souviens en 92, lorsque la Dorna, enfin exactement à l'époque, c'était Two Wheel Promotion, qui est arrivé, qui a pris le contrôle des Grands Prix, enfin qui a acheté à la FIM la promotion des Grands Prix de vitesse. Il y a eu 2-3 ans très compliqués. Là, c'est un peu la même chose en sidecar cross. On a du mal à avoir des informations. C'est un peu dommage pour nous, parce qu'on est vraiment une nation de sidecar cross. Hein. Il y a 3, 4, 5 clubs qui souhaitent organiser régulièrement des Grands Prix de sidecar cross. Et puis là, cette année, ils se font un peu tirer l'oreille, et pour cause, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils ne savent pas combien ça va leur coûter, donc ils sont un peu frileux, on va dire. Très bien. Bon, en tout terrain, on peut parler aussi d'enduro, de trial, et il y a aussi le championnat de France des sables. On est en plein dedans actuellement, et ça progresse toujours. Oui, même si on a eu une mauvaise édition, enfin un gros problème sur la dernière édition, puisqu'on a été obligé de l'annuler à cause des conditions météo. C'était dans les Landes dimanche dernier. Non, mais globalement, c'est un championnat qui marche très bien. C'est un championnat qui continue de progresser. Hein. C'était un championnat quasiment inexistant. Il y avait le Touquet, certes, mais il n'existait pas il y a une douzaine d'années. Bon, aujourd'hui, c'est un championnat majeur à la Fédération française de moto, avec des participations, tenez-vous bien, 700, 800 participants pour une manche de championnat de France. Exactement, vous avez tout dit, et ça va continuer pendant tout l'hiver jusqu'au Touquet, justement. On va parler maintenant, Président, du groupe de travail des acteurs des deux roues motorisées avec la FFM, le SIAM, la FFMC, la CNPA, branche deux roues et le Codévert. Et malheureusement, la motophobie est toujours d'actualité. Oui, vous savez, ça a toujours été un des axes de travail de la Fédération française de moto, c'est d'essayer de fédérer en fait l'ensemble des acteurs. On n'est pas un très gros milieu, donc moi j'ai pensé qu'il était utile de se fédérer avec la SIAM, avec la FMC, avec l'ensemble avec le Codévert, avec tous ceux qui défendent la moto, hein, et qui essaient de combattre ce que tu appelles la motophobie, mais c'est un bon terme. En effet, il y a clairement une motophobie aujourd'hui en France. Ça s'est accéléré d'ailleurs depuis quelques mois au niveau de la mairie de Paris pour les verbalisations. Il n'y a pas assez de place pour les deux roues, pour les trois roues. Et si on ne se met pas maintenant véritablement dans les endroits qui sont prévus pour ça, on se fait verbaliser à tous les coups. Oui, alors bon, on va dire que c'est les véhicules à moteur, parce que les automobilistes ont aussi quelques problèmes. Tu peux le constater lorsque tu roules dans Paris. Hein. Mais c'est vrai que la moto aujourd'hui, qui pendant longtemps a été un peu laissée tranquille, aujourd'hui on est également devenu une cible, en effet. Donc la défense des motocyclistes, elle se poursuit à travers ce groupe de travail qui permet le partage d'informations, définir des positions communes, comme le soutien à l'encouragement du port de l'airbag. Oui, tout à fait, oui, absolument. Et également la formation post-permis. Oui, la formation, c'est un des axes de travail sur lequel on considère qu'on travaille pas assez. Je pense qu'on pourrait faire plus en termes de formation. Bon, justement, formation et circuit, gestion des circuits, la FFM a aussi ce rôle gestionnaire du circuit Carole. Si je vous en parle, on le sait, on en parle souvent de ce circuit Carole, on en a parlé depuis le début, c'est parce que c'est une année particulière. Vous allez souffler combien de bougies ce circuit, c'est l'anniversaire de ce circuit. Alors là, contrairement aux équipements qu'on rachète, là c'est un équipement qui n'est pas notre propriété, on ne fait que le gérer. Hein, c'est un équipement qui appartient à l'État. C'est l'État le propriétaire du circuit Carole. On se souvient que dans les années 70, eh bien, lorsqu'il a été construit pour que les motards n'aillent plus tourner à Rungis, hein, eh bien, c'était l'État qui avait pris en charge cette construction. Et ça va faire, en effet, dans quelques jours, ça va faire 40 ans que le circuit a été inauguré. Il a été inauguré le 1er décembre 1979. Ça va faire 40 ans. Et d'ailleurs, on fait un petit événement dans le cadre de ces 40 ans. Justement, je t'ai coupé là, bon, c'était le sujet suivant. Non, je m'inquiétais de fêter cet anniversaire. Donc très bien, allons souffler les bougies ensemble. Ça sera quand ? Ce sera en décembre. Le 7 décembre. C'est ça. Le 7 décembre. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est la gestion d'un circuit. Mais la fédération aussi. Alors, gestion d'un circuit, je tiens quand même encore une fois à le dire, parce que moi j'en suis assez fier, donc je tiens à le répéter. C'est un circuit qui, depuis des décennies, perdait beaucoup d'argent. Sur les derniers exercices, le circuit Carole perdait 300 000 € par an.
C'était la collectivité publique qui compensait, c'était le département de la Seine-Saint-Denis à l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont à un moment donné dit bon, ça nous coûte trop cher. D'ailleurs, le pourcentage de gens du département de la Seine-Saint-Denis qui viennent tourner sur le circuit ne sont pas suffisants, donc on se retire de la gestion. Moi, je me doutais que si le département se retirait de la gestion et si personne voulait reprendre le circuit derrière, eh bien, il y aurait eu le circuit aurait fermé. Il aurait fermé. Et puis, vous savez que la pression foncière est extrêmement forte sur ce coin-là. Et très vite, les bulldozers seraient arrivés et on aurait aujourd'hui une société commerciale, une boîte de transport, par exemple, qui serait à la place du circuit Carole. Donc, on s'est tout de suite positionné en disant, non, écoutez, s'il y a un problème de gestionnaire, nous, on est là et on est prêt à s'en occuper. Donc, on a pris la suite donc, du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, non seulement on ne perd pas de sous, mais on en gagne. Voilà, donc on a bien réussi à redresser la barre. Ouais, pour se souvenir de tout bon moment, la fédération a pensé au patrimoine également. Voilà, et on a présenté au Grand Prix de France avec Zefeno, dans votre nouvelle belle collection de livres, un superbe ouvrage. C'était l'âge d'or des pilotes français en Grand Prix, Jacques. Oui, alors c'est pas le premier livre. On fait régulièrement, lorsque quelqu'un vient me faire une proposition d'un livre à vocation patrimoniale, eh bien moi j'ai toujours, on l'a toujours soutenu. C'est pas le premier. On avait fait un livre sur le circuit Carole d'ailleurs. On avait aussi fait un livre sur les 100 ans de la fédération. Ce livre sur les pilotes de Grand Prix des grandes années, des années où on trustait les podiums et les grilles de départ. Et puis d'ailleurs il y a un autre livre qui est annoncé, un livre sur les circuits qui ont accueilli un Grand Prix de motocross. Donc il y a des circuits d'ailleurs qui ont disparu depuis 30 ou 40 ans, mais qui ont accueilli un Grand Prix de motocross à Cognac, à Mayenne par exemple, voilà, dans les années 50 ou 60. Et justement, c'est Pascal Audiquer qui sera l'auteur de ce livre, qui est avec nous d'ailleurs, et qui le présentera lors du Grand Prix de France motocross à Saint-Jean-d'Angély. Tout à fait. Il va falloir encore être patient pour découvrir tout cela. Voilà, ça c'est côté livre. Mais il y a également un fonds de dotation pour la sauvegarde de ce patrimoine. Parlez-nous, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous avez créé réellement ? Ça a été lancé il y a un an, même si le communiqué de presse a été fait plus récemment. En fait, moi, là aussi, j'ai essayé de fédérer, c'est-à-dire de regrouper des gens qui sont intéressés par la sauvegarde du patrimoine. Pour l'instant, il y avait des initiatives, un petit peu à droite à gauche, en vitesse, en motocross, mais il y avait rien pour fédérer un peu celles-ci. Et donc, j'ai souhaité créer ce fonds de dotation. On peut aussi recevoir des dons. Et par exemple, il y a un site qui est très connu en vitesse, qui s'appelle Racing Memory, qui compile de très nombreux résultats sur de nombreuses courses, que ce soit en France ou à l'étranger, depuis la guerre. À peu près, je crois qu'il y a même des résultats qui datent d'avant la guerre. Ce site n'avait plus de gestionnaire et pour cause, il est décédé dans un accident de la route et ses enfants ont souhaité confier à la fédération la gestion de ce site de façon à ce qu'il ne disparaisse pas, qu'il y ait une pérennité en la matière. Donc on a reçu ce site en donation et on va faire en sorte qu'il perdure. Voilà. Donc c'est un petit peu la vocation de ce fonds de dotation. Et puis bon, on a au sein de celui-ci, eh bien, on a des administrateurs prestigieux d'ailleurs, puisque Éric de Seine, Jacques Bussillet sont membres de ce Jean-Claude Jacques, Jean-Marc Desnus, Bruno Vecchioni également sont membres donc de ce fonds de dotation. Très bien. On va terminer, Président, avec le premier baromètre économique des sports mécaniques. On va se retrouver, on a été invité mardi prochain, mardi 26 novembre, ici. C'est ici d'ailleurs. Alors, je ne crois pas que ce soit dans cette salle. Non, mais c'est à l'Automobile Club de France, en effet. Alors, ça, c'est Emmanuel Macron, ministre des Finances. À l'époque, qui avait initié cela. Il s'était dit, bon, le sport, c'est visiblement une source de richesse, et personne aujourd'hui n'est capable de la quantifier. Et donc, il a souhaité que le ministère des Sports se charge donc d'une mission d'évaluation de ce qu'apporte le secteur, la branche du sport à l'économie française. Voilà, donc, il a commencé par la fédération, enfin, le ministère des Sports a débuté par la Fédération française de golf et de rugby, je crois. Et derrière, eh bien, le monde des sports mécaniques a été sollicité pour participer à cette... Et on sera, je crois, la troisième activité sportive à être auditée en la matière. Il y a eu donc la Fédération française du sport automobile, bien sûr, la FFM, le GNCACEPA. Alors là, c'est le regroupement des circuits, enfin d'une partie des circuits de vitesse et de motocross aussi. Et donc, on présente, enfin le ministère présente donc cette étude mardi prochain ici à la CF. Eh bien, on sera là mardi. Parfait. Le baromètre
Alors, on le connaîtra mardi. Le baromètre, c'est aussi notre audience, notre public. Ils ont toujours des questions à vous poser. On va vous laisser la parole maintenant. Si vous le souhaitez, posez vos questions. Vous avez plein d'idées. On en a posé assez avec Rémi. Et je pense que vous êtes venus nombreux, plus de 200 aujourd'hui. On a un micro à vous distribuer. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et c'est place à vos questions maintenant pour cette conférence de presse de la Fédération. Qui veut oser être le premier ? Allez. Je vais venir vous rejoindre, tant qu'à faire. Voilà. Vous avez un micro également, ça c'est encore mieux. Vous voyez ? Hop. Allons-y, on vous écoute. Non, pas pour l'instant. C'était une blague. Très bien, commençons comme ça. Un deuxième, levez la main. La prochaine fois, on a de juge, c'est vendu. Bonjour à tous. Jacques, je voudrais rafraîchir ta mémoire sur la participation de la Fédé à l'édition de livres. La Fédé vient de participer activement à l'histoire de la moto dans l'Ain et du livre de l'Union motocycliste de l'Ain sur l'histoire des courses à Bourg-en-Bresse que je présente ce week-end au Salon Moto Légende. Et je fais la pub, je précise. Non, mais... Alors, je fais la pub, je précise, pour mon club auquel j'appartiens depuis 1964. Ouais. Alors, simplement, moi, ce que je peux dire, je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu. Non, on me l'a présenté, donc je l'ai feuilleté. Il est superbe. Voilà, je tiens à te le dire. Moi, et je le lirai avec plaisir le jour où tu me l'offriras. Il est là, pour toi. Bon, de toute façon, l'un va être à l'honneur dans quelques minutes dans la remise des prix. Le département 01. Alors, d'autres questions ? Bertrand Sans-Laville. Oui, Jacques, j'aurais voulu savoir quel sera en 2020 le championnat du monde d'enduro. Est-ce que ce sera l'Enduro GP ou l'Enduro World Championship ? Tu poses la question à qui ? Peut-être au vice-président de la FIM, c'est ça ? Au vice-président de la FIM. D'accord. Bon, écoute, on a découvert comme toi que Red Bull et KTM avaient souhaité donc donner au WES un titre de champion du monde, de championnat du monde. Bon, c'est clair, c'est ce qu'on appelle en langage commun un championnat pirate, si vous voulez, qui vise à concurrencer le championnat officiel. Bon, alors ceci dit, autant nous en France, on a des prérogatives de puissance publique qui nous permettent d'empêcher cela. La loi nous permet d'empêcher. Quelqu'un ne peut pas créer, tu ne peux pas créer le championnat de France d'enduro en concurrence avec celui de la fédération, c'est pas possible. Sur le plan mondial, il n'y a pas de gouvernement mondial qui ont donné des prérogatives à la FIM pour l'interdire. Donc après, c'est que sur le plan commercial. Alors est-ce qu'il va y avoir une procédure engagée contre, en disant qu'il y a c'est du parasitisme, c'est une notion de droit du commerce. Peut-être, mais enfin bon, moi je pense qu'il vaut mieux essayer de négocier, même si très franchement, négocier avec KTM et Red Bull, on l'a nous directement vécu sur une autre affaire assez douloureuse d'ailleurs, qui concerne le motocross des nations. Très franchement, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible et Georges Viegas il a été en Autriche essayer de les rencontrer, mais ils sont... Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, je vais me lâcher, je vais dire ils sont arrogants. Ce sont des gens arrogants. Donc c'est difficile de travailler avec des gens arrogants. Oui, Jacques, bonjour. Tu l'as dit, le mandat... Pierre Orluc, il est là. Pierre. Non, pardon, il paraît qu'il fallait que je me lève, donc je ne sais pas, je me lève. Non, ton mandat, donc, tu l'as dit, arrive à échéance l'année prochaine. Quels vont être tes dossiers, je dirais, prioritaires pour l'année qui va rester ? Et est-ce que tu estimes que pardonne-moi de poser ces questions aussi abruptement, mais ton successeur sera... bien servi par le travail que tu as fait jusqu'à présent. Parce que tu as dit tout à l'heure, mon successeur, il aura des choses, voilà. Qu'est-ce qui va Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question ? Je ne sais pas. Écoute, je pense que tu es capable de répondre, toi, plutôt. C'est plutôt vous qui vous ferez votre avis sur ma mandature. Bon, en tout état de cause, il y a des choses factuelles que l'on peut évoquer. Je lui donnerai une fédération, mais il reste un an quand même, enfin 10 mois exactement, en bonne santé financière en tout cas. Moi, je l'ai trouvée dans un état financier correct. Là, elle est dans une très bonne santé financière. On a maintenant un patrimoine qui a grossi, on a une trésorerie qui a grossi. Donc, voilà, ça, je pourrais dire ça. On a lancé beaucoup de chantiers. Je crois que globalement, ils ont été, c'est l'impression que j'ai, plutôt réussi. Puis après, lui, mon successeur, il arrivera avec de nouvelles idées, il fera de nouvelles choses. Aujourd'hui, je ne peux pas préjuger de qui ce sera et de ce qu'il fera. Voilà, mais encore une fois, le bilan, ce sera à vous de le faire. Ce sera pas à moi. Et puis bon, laissez-moi encore mes 10 mois. Alors tu m'as dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ?
Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup de Trafalgar d'ici là, déjà, pour commencer. Je ne vais pas lancer de nouveaux chantiers, bien entendu, c'est plus temps, mais on va continuer à essayer de gérer correctement cette fédération jusqu'au mois d'octobre 2020. Allez, on va aller de ce côté-là, les plus timides. N'hésitez pas. Eh ben, c'est toujours là, allons-y. Décidément. Bonjour Jacques, j'ai une petite question à propos de Tom Mathias, Vial. je te présente Mathias Brunner. Moto verte. Voilà. Petite question à propos de Tom Vial que vous avez félicité en début de séance. On a eu l'épisode assez douloureux pour lui au niveau de la casquette FFM en vue des nations. Concrètement, est-ce que la FIM va instaurer des règles pour ne plus avoir cette situation qui se reproduit l'année prochaine? On imagine que si Tom est sélectionné pour le motocross des nations à Ernée, le sujet va revenir sur la table. Donc, quelle est déjà votre position et la position de la FIM? Le sujet il reviendra sur la table. D'une part, s'il n'y a pas de solution de trouver entre-temps, et si Red Bull KTM est aussi intransigeant qu'ils l'ont été cette année. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le président de la FIM et le président du Stream, c'est-à-dire Giuseppe Longo, m'ont tous les deux promis qu'ils légiféreraient, qu'ils trouveraient une solution pour l'année prochaine. Ils l'ont promis. Maintenant, les promesses n'engagent surtout ceux qui les écoutent, on est d'accord. Donc moi, vous pouvez compter sur moi pour les relancer, pour faire en sorte que la solution soit trouvée d'ici les nations l'année prochaine, parce que franchement, j'ai pas envie de recommencer. Franchement, ça a été suffisamment pénible de dire à un garçon qui avait sa place, qui était légitime, qui aurait dû être au départ à Assen, lui dire non, tu roules pas pour une question de casquette, c'est très très difficile, mais aussi à un moment, il faut savoir, est-ce que c'est l'équipe de la France ou est-ce que c'est l'équipe de Red Bull? Voilà, toute la question est là. Moi, j'ai répondu, c'est l'équipe de la France. Les garçons, ils sont là pour défendre les couleurs tricolores. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts d'un Energizer. Voilà. Alors après, le choix a été extrêmement douloureux parce qu'en fait, la victime collatérale, c'est un garçon qui est pour rien, qui est un garçon charmant au demeurant et qui aurait dû être là. Donc si aucune règle n'est prise pour l'année prochaine, vous resterez sur vos positions et vous reconduirez votre discours? Nous aviserons. On verra bien. Mais une solution sera trouvée, en tout cas vraiment, je l'espère. Une autre question, on a encore quelques minutes, n'hésitez pas. Bonjour Jacques, Alexis Delis, Motostation. Vous avez expliqué que le championnat de France Supersport 300 et l'OGP seraient réunis l'année prochaine. Qu'est-ce que ça sous-entend exactement? Donc ils vont être ensemble en piste. Est-ce qu'il y aura un classement séparé? Alors si tu me poses des questions trop techniques, là je ne peux plus répondre. Il y a quelques années, je t'aurais répondu là-dessus. Mais là-dessus, il faut plutôt... Patrick Coutan, le président de la commission vitesse, est là. Sur le plan technique, c'est à lui qu'il faut poser des questions. Moi, je vais dire des bêtises. Alors je vais m'abstenir. Alors sur un autre plan, j'imagine que c'est pour faire face au manque d'engagés en OGP, cette décision? Bien sûr. Et bien sûr, et dans les deux catégories, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas assez de participants. Vous savez, avoir 10 garçons ou filles au départ d'une compétition, c'est pas valorisant, franchement, pour tout le monde. Pour eux, pour nous, pour le public. Enfin voilà, donc à ce moment-là, on va réunir les deux catégories. S'il y a la même participation que cette année, ça va faire des courses où ils vont être entre 20 et 25 à peu près. Donc 25, ça va. Mais 10, ça va pas. C'est pour ramener d'ailleurs à terme sans doute des pilotes en Moto 2, Moto 3, puisque pour la première fois cette année, il n'y avait pas de Français dans ces deux catégories. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te remercie d'appuyer là-dessus. Mais oui, évidemment. Là, alors aujourd'hui, de façon paradoxale, pendant très longtemps, on a été très présent dans les catégories Moto 3 et Moto 2. Je rappelle qu'on a été quand même 2 fois champion du monde il n'y a pas si longtemps avec Johan dans ces catégories-là. Alors aujourd'hui, on a des garçons en MotoGP, qui brillent d'ailleurs en MotoGP, mais on n'a plus personne en termes de relève. Et c'est d'ailleurs pour ça également qu'avec Claude, on a décidé de lancer cette structure pour essayer d'amener des jeunes en Moto 3. Oui, c'est vrai. Pour cela dit, on a vu quand même 10 Français ou Françaises en 300 Supersport en mondial cette année. Donc. Oui, il y avait beaucoup de... Mais alors, là-dessus, certains sont partagés. Jean-Paul Boinet, qui a engagé une équipe cette année, me dit, est-ce que c'est vraiment la bonne formule? Enfin, bon, on s'interroge là-dessus, mais c'est pas facile, parce qu'il faut d'une part trouver les garçons ou les filles, et puis après, derrière, il faut trouver la bonne formule, mettre suffisamment d'argent. Enfin, c'est compliqué. Bonjour Jacques, ici Gilles Guignot, Automoto News Info. Concernant les futures élections, y a-t-il des candidats déclarés en soutien, diras-tu, comme c'est le cas régulièrement depuis 30 ans dans la Fédération automobile? Oui, il y a des candidats qui sont déclarés aujourd'hui. Il y en a deux. Voilà. Mais bon, ce sera à eux de le dire s'ils souhaitent le dire. Bon, pour l'instant, c'est interne à la fédération. On le sait en interne, mais bon, de toute façon, ils seront obligés de... À un moment donné, les statuts prévoient qu'il faut officiellement annoncer sa candidature. Donc, ils le feront en temps utile.
Ils le feront. Et moi, oui, pour l'instant, j'en soutiens un des deux candidats, oui. Voilà. Mais bon, il y a encore 10 mois de fonctionnement. La Fédé doit... Donc, si on peut éviter, si tu veux, les querelles intestines et que de se tirer dans les pattes pendant 10 mois, je préférerais. Donc, on va attendre un petit peu avant de lancer officiellement la campagne. Bonjour Président. J'ai entendu parler que la situation financière... Jean-Marie Excuse-moi, où es-tu? Ah oui, d'accord. Jean-Marie Boissonneau. Bonjour Président. Oui, j'ai entendu, vous avez dit que la situation financière de la Fédération était excellente. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous allons pouvoir peut-être négocier certains droits. Je l'espère pour nos Grands Prix. Je crois qu'on a déjà fait pas mal d'efforts déjà pour les organisateurs de Grand Prix de motocross. J'en suis bien conscient. En ce qui concerne l'attribution des subventions, nous avions des dossiers FNDS et NDS qui étaient attribués par la direction régionale ou départementale. Et maintenant, je pense que c'est confié à la Fédération française de motocyclisme d'attribuer donc les subventions de cette enveloppe du ministère. Est-ce que vous pensez éventuellement créer une commission pour l'attribution de ces subventions ou si éventuellement, quelles sont les conditions pour participer à cette commission ou si ça se fait uniquement en interne? Oui, tu serais candidat, le cas échéant. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Jean-Marie est l'organisateur donc, du motocross du Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Écoute, je n'en sais rien pour l'instant. Alors, je sais que notre dossier, on vient de le clôturer, là. Il va être présenté au comité directeur qui se tient samedi, parce que le dossier... Bon, on a de la chance d'être... Enfin, la chance et la malchance d'être dans une phase où les complications administratives seront moins importantes qu'on le pensait, parce que je peux vous garantir que l'État, lorsqu'il s'agit de mettre des usines à gaz, mais ils sont super forts. Ils sont super forts. Et donc, ils ont créé une nouvelle usine à gaz qui concerne donc l'attribution des subventions. Heureusement, si vous touchez moins de 100 000 euros de subventions, il se trouve qu'on est juste en dessous, on doit être à 96 ou 97, eh bien, vous échappez à cette lourdeur administrative, ou en tout cas, en partie. En partie, voilà. Alors ensuite, derrière, est-ce qu'on va mettre en place une commission ou pas? Je n'en sais rien. D'abord, il faut que notre dossier soit accepté par le ministère. On va le présenter avant la fin de l'année. Et puis ensuite, on verra comment on fera pour l'attribution des subventions. Mais c'est bon, voilà, il y aura 100 000 euros à distribuer. Alors tu me diras, toi, t'en prendrais peut-être bien un petit peu là-dessus, mais c'est pas quand même des sommes délirantes, loin s'en faut. Merci. Voilà, est-ce qu'on a peut-être encore une ou deux questions? Philippe Bonneret, peut-être, qui s'est levé, qui circule, qui lit des papiers. Ouais, c'était la dernière chance. Maxime, présente-toi. Bonjour, Maxime Pontreau du magazine Sport Bikes. Je souhaiterais savoir si actuellement vous avez une réflexion sur l'évolution du championnat de France Superbike ou si la situation vous convient comme elle est. Alors écoute, moi j'ai été longtemps en responsabilité en la matière, je ne le suis plus aujourd'hui, puisque bon, comme vous le savez, il y a des commissions qui sont chargées de gérer ces championnats. Alors aujourd'hui, vous savez, moi j'ai toujours connu le championnat avec une sinuosidale, avec des années hautes en termes de participation, puisque c'est comme ça qu'on peut juger. Précédemment, il y avait un autre problème, c'était le nombre de clubs candidats pour organiser une manche. Moi, je me suis battu pendant des années pour avoir des gens qui veulent bien organiser une manche du championnat de France Superbike, qu'on appelait Open d'ailleurs dans le temps. Bon, d'accord. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus trop de problèmes en la matière parce qu'on a un calendrier qui est cohérent chaque année. Par contre, on a des années avec, on va dire, plus en termes de participation et des années moins. Là, en ce moment, on est plutôt dans une année moins. Alors, l'évolution majeure dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, c'est le rapprochement donc, de ces catégories OGP et 300. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais Patrick Coutan est là, donc si éventuellement tu veux le questionner, ben questionne-le. Bon, il n'y a pas de réformes majeures, en tout cas, qui sont programmées en 2020, à ma connaissance. Souhaitez-vous ajouter une question ou nous allons vous laisser un petit mot pour la fin? Ajouter une dernière question, s'il vous plaît. Quel est le bilan de la première saison de l'équipe de France de vitesse en European Talent Cup? Mitigé, je l'ai dit, mitigé, on espérait mieux, mais enfin bon, on le sait très bien que de toute façon il va falloir passer des pilotes avant de trouver le Fabio de demain, on le sait très bien, c'est pas... Donc on espère, donc on va changer de pilote et puis on espère qu'à un moment donné on va détecter, on va sortir un garçon très talentueux. Il me semble d'ailleurs que Marc Fontan refait des sélections.
Oui, alors écoutez, là encore une fois, moi on m'a demandé mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai dit mais je suis très favorable. D'ailleurs on va aider Marc, on va l'aider à chaque fois qu'il y a une initiative qui vise à sortir des pilotes français, à leur permettre d'accéder au haut niveau. Moi je suis hyper favorable à ça. Alors on n'a pas le monopole et je veux surtout pas l'avoir. Donc si un garçon se forme chez quelqu'un d'autre, voire à l'étranger, ça reste un Français. Hein. Fabio aujourd'hui, on sait où il s'est formé et aujourd'hui c'est un pilote français. Donc moi je suis très content que Marc, qui a eu de beaux succès, il faut le rappeler, hein, Olivier Jacques, Régis Laconis, et Marc à l'époque était salarié de la fédération et c'est grâce à lui qu'on a, en tout cas en partie grâce à lui qu'on a sorti ces deux garçons. Donc on connaît ses compétences, son expertise et moi je suis très content qu'il relance, avec Sam Thomas d'ailleurs qui est là, qu'il relance une formule de détection de pilotes. C'est très positif. Très bien, merci à tous. Je vous laisse... le dernier mot pour conclure, avant de remettre les trophées à nos champions. Alors, mise et prix, écoutez, bon, je vais être court, je vais simplement dire que je suis encore une fois très content et très fier d'être le président de la Fédération française de moto, de voir qu'on a plus de 200 personnes aujourd'hui dans cette conférence de presse. Ben, ça prouve tout l'intérêt que vous portez aux travaux de la Fédération. Et puis, ben, on va... Alors, bon, donc c'est ma dernière conférence de presse traditionnelle, hein, je dirais, et donc ben, je suis un petit peu ému malgré tout, mais en tout cas, je suis... On se reverra, on fera le bilan quand même. On se reverra pour faire le bilan, début octobre, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, je suis content d'avoir été, je le dis déjà aujourd'hui, peut-être en avant-première, je suis vraiment content et fier d'avoir été le président de cette belle fédération pendant une douzaine d'années. Voilà, merci. C'est toujours ce qu'on peut avoir de mieux, les applaudissements et les remerciements. Justement, on a parlé de fédération, de pratique, loisirs, compétition, des épreuves, des licenciés, des challenges. Dans les challenges, il y avait des titres. Et parmi nos licenciés, il y a des champions. Et bien justement, voici en images les images de nos champions 2019. Voilà, nous allons commencer cette remise des prix par le prix du développement durable. Le prix FFM du développement durable qui récompense une initiative ou l'action d'un motoclub dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Une récompense qui va être remise par monsieur Sébastien Poirier, que j'appelle, qui est le directeur général de la FFM. Bonjour Sébastien. Et ce prix va être remis au motoclub des Esters, représenté par Benoît Sébert, que j'appelle.
Nous allons parler championnat d'Europe maintenant. Les récompenses qui vont être remises par monsieur Thierry Pommier, s'il vous plaît, le vice-président de la FFM. Et nous allons débuter avec le Motoball, l'équipe de France vainqueur du championnat d'Europe moins de 18 de Motoball. J'appelle Guillaume Loiret, Arthur Albertoni, Jordan Monzo, Louis Magnan, Baptiste Guyot, Matteo Makoviak, Raphaël Paludzek, venez s'il vous plaît, Adrien Fury et Wallace Nicolo, accompagnés de leur team manager Gérald Meyer et Olivier Bonjour. Une belle famille du Motoball, on peut les applaudir s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Félicitations. Bravo. Bravo. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de voir ça dans un sport individuel qui est habituellement la moto. Une équipe de Motoball, voilà, récompensée pour leur titre de champion d'Europe, vainqueur du championnat d'Europe, donc des moins de 18. Non, Rémi, derrière, ne fait pas du tout partie de cette équipe. Je peux jouer au Motoball. Hein. J'aimerais voir ça. Voilà, donc ces récompenses par monsieur Thierry Pommier, le vice-président de la FFM. Là voilà l'équipe, juste derrière, champion d'Europe 2019. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci, je vous propose de rejoindre votre place. Et nous allons maintenant parler de Supermotard. Et on félicite Émeric Bunot, voilà, qui lui aussi a eu un titre de champion d'Europe. Merci, monsieur Pommier. On va passer à la suite. Rémi. Oui, Maxime, avec les vainqueurs de Coupe du Monde et champions du monde, on attaque en endurance et vitesse avec une récompense qui va être remise par Jean-Marc Dénu, le premier vice-président de la FFM que j'appelle. Et on parlait tout à l'heure avec l'intervention de Jacques Buziet du département 01 de l'Ain. Je sais qu'il va être particulièrement ému de venir chercher son trophée. On va récompenser le team Moto 1, vainqueur de la Coupe du Monde d'Endurance Superstock. Et le team manager s'appelle monsieur Pierre Chapuis Le Bressan. Voilà, on raccompagne Pierre et Jean-Marc. Restez avec nous, restez Non, avec nous. Jean-Marc, Parce qu'en endurance, il y a les stocks, mais il y a aussi le WC. Oui, l'endurance, c'est le team SRC Kawasaki qui est vainqueur du championnat du monde film d'endurance. J'appelle, présent dans la salle, le pilote Erwan Nigon et le team manager, que je vous demande d'applaudir, Gilles Staffler. Voilà une belle image de l'équipe de Gilles Staffler, l'équipe SRC Kawasaki France. Où ils ont été chercher leur titre, là c'était à Suzuka. Allez, merci monsieur Jean-Marc Dénu. On va parler maintenant tout terrain. Et pour remettre les récompenses, j'appelle Vincent Rigaudias, le vice-président de la FFM. Parlons enduro maintenant. Enduro avec un titre de champion du monde d'enduro dans la catégorie E2. Merci d'applaudir Loïc Larieux, s'il vous plaît. Yes. Bravo Loïc.
champion du monde d'enduro dans la catégorie E2. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci. Et on va parler maintenant d'un vainqueur de la Coupe du monde de barre à tout terrain. Merci d'applaudir Benjamin Melot, s'il vous plaît. Bravo Benjamin. Et on le retrouvera sur le prochain Dakar, hein, d'ailleurs, Benjamin. C'est bien ça. On suivra tout ça. Merci monsieur Rigaudia. Je vais appeler maintenant Patrick David, vice-président de la Fédération française de motocyclisme, également pour parler de VTT à assistance électrique. Vous rigolez, vous en avez un ? Oui, en plus. Eh bien justement, il y a des vainqueurs. Vainqueurs de ces Coupes du Monde en iX-Bike. C'était dans la catégorie féminine. Merci d'applaudir Caroline Duchesne, s'il vous plaît. Bravo. Caroline Duchesne, vainqueur de la Coupe du Monde iX-Bike, catégorie féminine. Il y a une autre Coupe du Monde, c'est l'e-bike en enduro, catégorie E2. Le vainqueur, c'est Raphaël Lacroze, s'il vous plaît. Applaudissez-le. Voilà ce que ça donne. Raphaël Lacroze, vainqueur donc de la Coupe du Monde e-bike enduro catégorie E2. Merci. Merci, monsieur David. On passe à présent, Maxime, aux courses sur piste. Une récompense remise par Patrick Berthaud, le trésorier de la FFM, que j'appelle. Et j'appelle l'équipe de France, vainqueur du championnat de long track des nations avec Mathieu Trésarieux et David Bellego. Et puis on va terminer avec le Supermoto. C'était au circuit Carole il y a quelques semaines. Une récompense remise par Gilbert Gontier, le vice-président de la FFM. Et on va récompenser l'équipe de France, vainqueur du Supermoto des Nations au circuit Carole, qui s'est imposé avec Laurent Fat, Sylvain Millard et Thomas Charrer. Et j'appelle le team manager Sébastien Bonal, que je vous demande d'applaudir pour ce nouveau titre, encore un de plus d'affilée pour cette formidable équipe de France. Bravo! Eh bien, restez avec nous, puisque justement pour les féliciter tous ensemble, je vais demander à tous ceux qui ont reçu un prix aujourd'hui de venir nous retrouver, tous ceux qui ont le trophée remis aujourd'hui. Merci de nous rejoindre, tous les champions finalement, qu'ils soient champions en championnat d'Europe ou en championnat du monde, en Coupe du Monde. On va faire une photo avec vous et avec Monsieur le Président, s'il vous plaît. Rejoignez vos champions de cette belle saison 2019. Et encore une fois, une scène bien remplie de champions. Ils sont tous là et on peut les féliciter. Merci d'applaudir l'ensemble de nos champions 2019, s'il vous plaît. Bravo les garçons et les filles. Allez, rassemblez-vous au milieu, n'hésitez pas. On va essayer de faire que vous soyez tous dans la photo. Allez-y, allez-y. Serrez-vous, mettez-vous derrière pour les plus grands. Allez, cette photo qui va marquer cette belle saison 2019. Avancez-vous.
Voilà, parfait. Voilà, ils ont fait le déplacement jusqu'ici. Ils ont représenté la France dans le monde entier pendant toute l'année. Merci de les applaudir une nouvelle fois. C'est notre façon de les remercier et de les féliciter. Bravo à vous tous. Rémi, on va se retrouver pour conclure. Remercier l'ensemble de cette salle, de ces passionnés de moto également, de ces motards, de ces champions. Merci à vous tous une nouvelle fois. Je sais que chacun participe à l'année à la réussite du sport moto, à la réussite de la moto en France et à son rayonnement dans le monde. Donc merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé à cette conférence de presse. Et on va vous proposer justement un petit verre sympa à partager. C'est surtout cette rencontre chaque année entre passionnés avec cette conférence de presse de la Fédération. Merci Rémi. Ouais, merci Maxime. Et bien évidemment pour vous, confrères journalistes, c'est l'occasion maintenant d'interviewer tous les champions, tous les lauréats. Merci. Merci à vous tous.